Pourquoi l'âge a rajeuni? Pourquoi je démarre beaucoup là-dessus? D'abord, c'était une réalité que je montrais de manière sociologique. C'est-à-dire en disant, mais regardez, prenez une photo. J'avais écrit un bouquin il y a quelques années qui s'appelait Les Quinquados, autour de la cinquantaine. Et quand je faisais des entretiens, je demandais toujours à la personne de venir avec la photo de son père ou de sa mère à la cinquantaine. Et à chaque fois, c'était, ah oui, ah papa, il faisait beaucoup plus vieux que moi au même âge. Ah bah dis donc, maman, ah bah à côté. Bon, ainsi de suite. Et juste, puis il suffit de prendre des images, des photos, ainsi de suite. Les gens, je sais pas moi, en 1950, avoir la soixantaine, on avait l'impression qu'aujourd'hui, ce sont des gens de 80 ans. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose dans la manière de se poser, dans la manière de regarder, dans la manière d'être même face à la caméra, face au film, face à tout ça, et simplement d'être. Et bien, c'est pas pareil. Et on a rajeuni. C'était ça un peu l'idée. Et puis, ça, c'était une vision, on va dire, sociologue. On peut dire, ouais, il est gentil, il invente un peu son truc. C'est aussi une formule qui, évidemment, fait plaisir. Ben oui, là, j'ai rajeuni. Mais en plus, ça a été travaillé par des médecins et autres. Par exemple, il y a une grande étude qui était sortie dans Nature Health, qui était, ils avaient pris la cohorte 1940 et la cohorte 1950. Ils avaient étudié à la soixantaine, à 70 ans, comment les gens sont. Finalement, ce qu'ils se sont aperçus, c'est qu'en termes biologiques, les gens qui sont nés en 1950, à 68 ans, étaient dans la même forme que les gens nés en 1940 à 62 ans. Donc on avait gagné 6 ans, 1950, 1940. Hein, donc on peut imaginer, ça s'est poursuivi. Donc mon idée, l'âge a rajeuni, est éprouvée. Et donc si l'âge a rajeuni, c'est logique aussi qu'on ait envie d'avoir des histoires d'amour, qu'on ait envie d'avoir des histoires de sexe, qu'on ait envie d'avoir la tendresse, beaucoup plus qu'au même âge, il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans. Quand j'ai devant moi, quand je suis en forme, quand je me sens jeune dans ma tête, jeune dans mon corps, que je suis en forme et que j'ai devant moi 20 ans, 30 ans, 40 ans de vie, bah c'est un peu logique de se poser plus ces questions-là que quand je me dis ça va pas très très bien et bientôt je vais partir. Voilà. Donc c'est ça qui s'est joué finalement. C'est la prise de conscience que je suis en meilleure forme et que j'ai du temps devant moi et que j'ai une capacité d'autonomie fait que bah, je peux agir. Et ce livre, il se veut aussi une forme d'ode à la liberté d'esprit et en particulier à la liberté des femmes. Parce que longtemps, on les a enfermées. Globalement, vous êtes là pour faire des enfants. Donc une fois qu'il y a la ménopause, on n'en parle plus, en plus. Et là, d'un seul coup, ces femmes se disent, mais hey, je suis là aussi pour moi, tout bêtement. Je suis là pour m'écouter, je suis là pour vivre ma vie. Et maintenant que j'ai plus telle ou telle problématique, bien au contraire, je vais en profiter. Donc il y a vraiment quelque chose de se dire, et ces femmes-là, plus jeunes dans leur corps, plus jeunes dans leur tête, plus libres, et puis surtout, comme elles ont travaillé de manière officielle, elles ont aussi un revenu, que ce soit un salaire ou plus tard une retraite, qui leur permet aussi plus facilement de dire mais j'ai pas envie de rester avec lui parce que j'ai plus envie, tout simplement, parce que la vie n'est plus la même, parce que peut-être nos voies ont divergé, parce qu'il ne me correspond plus. Une dame m'avait dit dans les entretiens, il y a longtemps, elle m'avait dit j'ai épousé mon mari pour le meilleur et pour le pire, mais c'était pas pour passer tous les déjeuners avec lui. Et donc, à un moment donné, elle me disait, je m'ennuie avec lui, à un moment donné. Donc, elle avait décidé, alors là aussi, c'est plus souvent les femmes que les hommes qui décident de se séparer, de partir. Sans doute qu'elles ont plus de courage ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, oui, c'est aussi une forme de liberté d'esprit et une forme de féminisme. Un féminisme qui n'a rien contre les hommes, mais un féminisme qui dit, j'ai ma capacité d'agir comme j'en ai envie. Ce qu'on appelle la petite pilule bleue, on appelle aussi le Viagra, mais il y a plein d'autres formules derrière. Ce qui est très intéressant, c'est qu'elle a plus de 25 ans et elle a, un peu par hasard au début, elle a permis de trouver une solution pour un certain nombre d'hommes qui avaient des difficultés d'érection. Et donc ça a été évidemment une révolution mentale, on pourrait dire, et aussi physique, pour plein d'hommes qui disaient mais je n'y arrive plus, et du coup je n'ose plus, et du coup je ne peux plus non plus assurer, tout simplement. Donc ça a changé vraiment pour une grande partie de ces hommes. Alors ça suffit pas, hein, s'il n'y a pas de désir, s'il n'y a pas d'envie, s'il n'y a pas de tendresse et tout ça, ça marchera pas. Mais n'empêche que ça a renforcé beaucoup d'hommes qui en plus ont un rapport difficile avec la performance, ont un rapport difficile avec le fait d'être homme, justement par rapport à tout ça. Ce qui est d'ailleurs étonnant, c'est que parfois des très très jeunes l'utilisent parce qu'ils ont tellement peur de ne pas être comme dans les films pornographiques que l'utilisent. Et puis ce qui est aussi intéressant, aussi c'est quand on regarde, c'est tiens c'est amusant, on n'a pas trouvé la même chose pour les femmes. Ils auraient adoré la trouver. Et là, il y a aussi un marché. Sauf qu'il apparaît que la sexualité des femmes est plus complexe et du coup, c'est moins mécanique. Et donc, ça n'a pas marché. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a par ailleurs quand même des pistes qui ont permis, par exemple, avec des gels lubrifiants ou ce type de choses, pour permettre à des femmes, après souvent la ménopause, mais parfois pour d'autres problématiques, type cancer du sein et tout ça, de, là aussi,
pouvoir avoir une sexualité plus épanouie. Parce que finalement, la sexualité, pour moi, c'est aussi tout simplement la santé sexuelle. Et la santé sexuelle, ça participe de la santé tout court. L'état de bien-être dont parle l'OMS, c'est physique, bien sûr, c'est psychique, mais c'est aussi sexuel. Et pour moi, ça participe de tout ça. Finalement, je parle aussi tout simplement du bien-être et pourquoi pas du bien vieillir. Le bien vieillir, ça peut être aussi avoir une sexualité épanouie, mais la sexualité épanouie, elle n'est pas nécessairement classique, elle n'est pas nécessairement comme avant, elle n'est pas nécessairement possessive, elle peut être aussi des caresses, elle peut être aussi de la tendresse. C'est simplement de se dire de quoi moi j'ai envie et de quoi j'ai envie avec le ou la partenaire. La première chose à dire, femme-homme, c'est un senior égale pas un autre senior. C'est-à-dire qu'on a toujours cette vision que parce qu'on a le même âge, on est pareil. C'est totalement faux. Un âge, un chiffre ne suffit pas à nous définir. On a des identités multiples. Et dans ces identités-là, évidemment, le fait d'être une femme ou d'être un homme joue bien évidemment. Et finalement, il y a plein de manières d'avoir une sexualité. Et il y a d'abord plein de manières de vieillir, tout simplement. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est assez étonnant, c'est qu'assez souvent, les femmes, peut-être aussi parce qu'elles se sentent plus libres, y compris, il n'y a plus le risque d'enfant, par exemple, elles se sentent plus libres et souvent, elles l'affirment plus, comme si elles avaient fait un petit peu leur révolution interne de manière plus forte. Y compris des femmes, et qui on l'a toujours dit, quand même, faire attention et tout ça, qui disent, moi, j'ai envie de prendre du plaisir, et donc, j'ai pas envie d'être en couple, j'ai envie de trouver des hommes qui me conviennent, et ça sera peut-être pour un soir ou peut-être pour plus longtemps. Et finalement, la parole est beaucoup plus libre, beaucoup plus libérée. Alors, c'est ma manière aussi de discuter avec les gens. Mais du coup, beaucoup de femmes m'ont dit, mais ouais, c'est super comme sujet, parce qu'en effet, ça m'intéresse. Les femmes parfois, qui ont largement dépassé, je sais pas moi, 75 ans, qui disent, mais j'aime ça, j'ai du plaisir. Alors, est-ce qu'il y a pénétration ou pas? C'est pas nécessairement le sujet. Certaines disent, mais c'est pas ça qui m'intéresse. D'autres disent, c'est ça au contraire que je recherche. Ça dépend, chacune, mais finalement, les femmes, peut-être plus, assument leurs désirs et assument leur position. Et les hommes, parfois, se sentent un peu plus gênés. D'abord, ils ont eu une difficulté à un moment donné de se dire, mais est-ce que j'en suis encore capable? Donc, il y a vraiment une inquiétude qui reste celle de la performance à tous les âges, on pourrait dire. Donc, il y a ça aussi qui joue. Et puis, une fois que ça peut être libéré par la petite pilule bleue ou par d'autres moyens, où ils se découvrent que c'est pas du tout ça l'attente. Il y a une femme qui m'avait dit, mais moi, je veux pas un homme de 20 ans, parce que c'est pas ça dont j'ai besoin. Et puis, en plus, physiquement aujourd'hui, y compris en termes de souplesse de mon vagin, c'est pas du tout ça que j'attends. Je veux quelqu'un qui soit beaucoup plus doux, par exemple. Voilà. Et l'homme aussi se dit, j'ai le droit d'être plus doux. Donc il y a aussi, d'une certaine manière, je suis autorisé à. Donc encore une fois, on revient à la notion de liberté. De la même manière que je dis souvent, la génération 68 Art, pour aller vite, a inventé la jeunesse, et aujourd'hui ils inventeront, ils inventent la vieillesse. Et dans cette invention de la vieillesse, il y a aussi peut-être une réinvention d'une sexualité adaptée, on pourrait dire, à l'âge, adaptée aux envies, adaptée aux désirs. Et finalement, c'est une sexualité qui sait s'écouter et écouter. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, alors ça dépend, pas les gens de 50 ans, mais les gens de 75 ans ont porté quelque chose, même s'ils ne l'ont pas porté eux-mêmes directement, ils ont été influencés par cette nouvelle société plus jeune, plus ouverte, où il y avait une forme de libération sexuelle très forte. Parfois d'ailleurs, ils sont étonnés de voir les plus jeunes qui leur apparaissent comme très ringards, très conservateurs, très renfermés. Et parfois, vraiment, ils sont étonnés. Puis d'autres fois, eux-mêmes, parce qu'ils ont intégré à un moment donné que c'était plus ça. Et parfois, ils se relibèrent de cette manière. Et ce bouquin, il est aussi un peu là, en disant, hey, vous avez le droit, quoi. Encore une fois, c'est entre adultes consentants. Il n'y a pas de sujet. Si l'un et l'autre, si l'une et veulent, dès lors que tout le monde est d'accord, il n'y a aucune raison. Et donc, c'est s'autoriser, finalement, à imaginer plus. À qui s'adresse ce livre? Il s'adresse d'abord, je dirais oui, à la société dans son ensemble, en disant, mais réveillez-vous, arrêtez d'être ringard, rajeunissez votre regard sur les plus âgés. Et les plus âgés, c'est aussi bien des jeunes seniors autour de la cinquantaine que des aînés plus âgés autour de 90 ans. On s'en fiche. Mais réveillez-vous, rajeunissez votre regard, changez de regard, bougez. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est aux personnes directement concernées, dire, vous n'êtes pas toute seule, vous n'êtes pas tout seul. Il y a d'autres personnes qui sont un peu comme vous. Il y a d'autres personnes qui font telle ou telle chose. Donc, ça permet aussi de rassurer, puis de donner, je ne suis pas un sexologue, mais de donner aussi quelques indications, je dirais pas de conseils, mais un petit peu quand même, de comportement. Puis le troisième public, c'est les enfants, les petits-enfants. Parce qu'à un moment donné, ceux qui sont parfois les plus ringards, c'est les plus jeunes.
qui par exemple ont trouvé pas normal que dans une maison de retraite, il y ait grand-maman, elle ait une histoire avec quelqu'un. Si elle est amoureuse, si elle est heureuse, si ça lui fait du bien, pourquoi vous allez l'embêter? Et je vous assure que ça sera bien meilleur qu'un paquet de médicaments. Donc laissez-les vivre, quoi, en quelque sorte. Et puis, à d'autres, par exemple, j'ai un chapitre où je parle des grands-parents quand les petits-enfants arrivent. Parfois, quand les petits-enfants arrivent, plein m'ont dit, là, à ce moment-là, c'est un peu plus compliqué. Ma femme, là, pendant le temps où ils sont là, elle veut plus et tout ça, parce qu'elle est gênée par rapport aux petits-enfants qui pourraient peut-être arriver dans la chambre ou des choses comme ça. Comme avant, quand ils avaient leurs enfants chez eux. Parfois, ça revient un petit peu. Et puis, elle s'occupe tellement, ou je m'occupe tellement des petits-enfants que je suis plus là-dessus. Mais non, quand vous êtes grands-parents, vous avez le droit d'être grands-parents, vous avez le droit de rester une femme ou un homme qui a sa sexualité, qui a ses désirs, qui a son envie de tendresse. Voilà. Donc c'est un peu, c'est un bouquin à trois niveaux. La société, pour essayer de faire bouger un peu les regards, parce qu'en faisant bouger le regard sur la sexualité, je tente de contribuer à faire bouger le regard sur, globalement, qu'est-ce que ça veut dire de vieillir aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est que la société de la longévité? C'est s'adresser aux gens âgés eux-mêmes, que ce soit des jeunes seniors ou des seniors plus expérimentés. Alors tiens, mais regardez comment ça se passe chez d'autres. Donc peut-être que vous n'êtes pas du tout anormal. Vous êtes simplement comme une partie de vos colligionnaires. Et puis, de parler aux plus jeunes en disant changez de regard, réveillez-vous, devenez peut-être un peu moins ringard. Finalement, il y a peut-être un autre public auquel je m'adresse, qui est celui des médecins. Parce que très souvent, un médecin traitant, il fait son métier très bien, il discute avec la personne, avec le couple parfois, mais jamais, quasiment jamais, il aborde ces questions-là. Or, ce sont des questions de santé. La santé sexuelle, ça participe de la santé. Si on demande à la dame comment ça se passe, vous avez des problèmes, est-ce que je peux vous aider pour conseiller, ça va aider tout le monde. Donc sans doute aussi que je crois que ça peut être utile pour des médecins traitants, le médecin de famille à l'ancienne ou le jeune médecin qui se dit « Oh quand même, je ne vais pas parler de ça. La dame, elle a 78 ans, je ne vais quand même pas lui parler. Moi, j'en ai 32, je ne vais quand même pas lui parler de sa sexualité. » Eh bien pourtant, et même rappeler à la dame qu'à tous les âges, elle peut peut-être même attraper des maladies sexuellement transmissibles. Donc il faut peut-être qu'elle fasse attention. Évidemment qu'à 70 ans, on ne se dit pas « je vais prendre un préservatif pour éviter d'avoir des enfants ». En revanche, peut-être que quand on ne se connaît pas encore, au début, il faut peut-être mieux vérifier et se protéger. Donc c'est des choses comme ça aussi, et c'est aux médecins aussi de prendre la parole là-dessus en disant je ne vous ai pas interrogé là-dessus, mais est-ce que ça va de ce point de vue-là? Est-ce que vous avez un problème? Docteur, je dois vous dire que vraiment c'est douloureux aujourd'hui, voilà, avec mon mari, voilà, ça me fait mal et tout, voilà. Mais madame, il y a telle ou telle solution, tel ou tel lubrifiant, tel ou tel, voilà. Pour un homme, je commence à avoir des difficultés, on va penser évidemment petite pilule bleue, mais peut-être que c'est un problème de perte de testostérone. Donc là aussi, il y a une structure qui s'appelle Androact qui s'est mise sur le sujet, et c'est super important. Donc il y a d'autres réponses possibles. Et donc là, autant que les médecins soient aussi à l'aise avec cela. Et je pense que c'est vraiment important de dire, ça participe de la santé, du bien-être au sens global. Alors, sur la question des applis de rencontre, la plus connue, ça s'appelle Disons Demain, et c'est super intéressant. C'est mythique, c'est Match Group, donc ils segmentent pas mal. Et évidemment, pourquoi ils ne toucheraient pas les plus de 50 ans? Parce que d'ailleurs, le Disons Demain avait cette notion de « j'ai pas le temps ». Donc il faut qu'on se retrouve très vite. Et pourquoi c'était super intéressant? D'abord, mais c'est comme quand on dit « Ah, mais les vieux avec Internet ». Les vieux, 65 ans, ils ont un problème avec Internet. Enfin, arrêtez, ça fait 40 ans que c'est là. Donc, juste changer un petit peu là aussi, de vision. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'une partie de la population âgée va utiliser les applis de rencontre parce que c'est une manière aussi plus facile. Parfois, j'ai du mal à faire des rencontres. Les bals, il y en a beaucoup moins. Les bistrots, il y en a beaucoup moins. C'est parfois dans un petit village compliqué. Dans une grande ville, on ne sait pas trop. Les amis qu'on avait, voilà, on s'en fait parfois plus difficilement. J'ai un veuvage, j'ai un divorce. Comment je fais? Une des pistes, c'est pas la seule, mais une des pistes, c'est les applications de rencontre. Et ce qui m'avait intéressé, ce que j'ai découvert d'ailleurs, c'est que, par exemple, dans les applis de rencontre, globalement, c'est plutôt 65-70% d'hommes et 30% de femmes. Sur des applis comme Disons Demain, c'est 50-50. Comme si les femmes, là, osaient plus d'une certaine manière. Et puis elles osent plus pour une rencontre d'un soir, comme une rencontre plus longue. Et puis c'est aussi sans doute plus sécurisé. Je connais à peu près la personne, j'ai pu un peu tester avant de me lancer. Et puis si on a un rendez-vous, je vais regarder si elle me correspond ou pas. Donc tout ça contribue aussi. Et puis ce qui est intéressant, c'est que ces femmes, souvent célibataires, se disent « mais j'ai envie parfois de rester célibataire, mais simplement d'avoir une histoire.
Ou parfois, je cherche autre chose. Je cherche une rencontre, je cherche une amitié, je cherche une tendresse. Chacun, là aussi, selon ce qu'elle a envie, peut trouver ou pas, ça marche pas à tous les coups, mais peut trouver ou pas ce type de choses. Et donc, je trouvais ça évidemment intéressant, là aussi, à la fois pour casser les représentations. Ah, les plus âgés, ils sont décalés avec les technologies. Non, au contraire, ils savent, je dirais même presque mieux l'utiliser, parce qu'ils savent très bien pourquoi les utiliser. Voilà. Et puis, il y a aussi d'autres approches. Par exemple, tout ce qui va être sextoy et tout ça, là aussi, il peut y avoir des choses plus adaptées, là encore. Je raconte une histoire qui m'amuse beaucoup. Alors là, c'était plutôt dans une maison de retraite. C'est parfois, ils s'aperçoivent que les dames, elles utilisent des objets pas tout à fait faits pour. Et donc, ça les abîme. Et donc, c'est complètement idiot. Donc, il vaut mieux leur permettre de disposer des solutions qui sont les plus favorables pour leur santé sexuelle. Et donc, une fois, il y a eu un cas, je suis connu pour adorer le chocolat. Et cette dame, le sextoy qu'on lui avait offert, elle le mettait sur sa table de nuit, elle le mettait dans sa boîte à chocolat. Et puis un jour, le petit neveu vient la voir, prend un chocolat et tombe sur le sextoy. Oh, mais c'est pas possible, des choses pareilles, complètement choqué. Il a fallu lui expliquer, l'équipe lui a expliqué, c'est pour votre, c'est pour elle. Elle n'est pas forcée, c'est elle qui l'a demandé, c'est elle qui l'utilise. Et vous voulez quoi, qu'elle s'abîme, ainsi de suite. Et donc le gamin a fini par comprendre que c'était lui qui était idiot. Si cette dame en a besoin, si ça lui fait du bien, pourquoi lui interdire? Encore une fois, vaut mieux un bon sextoy qu'un mauvais médicament. Donc voilà, et ça permet aussi, donc bien sûr qu'il faut en parler, bien sûr qu'il y a de plus en plus de solutions adaptées, mais en fait ça participe de la silver economy. De certaine manière, on trouve des solutions adaptées à l'évolution en âge. Eh bien, dans les solutions adaptées à l'évolution en âge, il y a aussi des sextoys.